Je voudrais souhaiter la bienvenue aux participants et aux participantes qui ne sont pas nécessairement du cours Paul 4590 politique environnementale mondiale, mais qui se sont inscrits à cette activité probablement parce qu'ils ont un intérêt à ces questions. Nous avons 1 heure et demie aujourd'hui pour discuter avec 3 personnes qui ont été passer quelque temps et faire œuvre d'observation et de participation à la dernière COP, la conférence des parties, la COP 26 à Glasgow. On sait dans le contexte actuel, dans le contexte pandémique, qu'il y a eu un certain flou autour du travail des instances internationales en matière environnementale et en matière de changement climatique, que les agendas ont été perturbés, que les communications ont été compliquées. La COP de Glasgow s'est donc tenue dans un contexte un peu particulier. Depuis la COP 21 à Paris, les COP sont suivies de manière importante par des acteurs de plus en plus nombreux et de plus en plus diversifiés. On voit une certaine prise en charge, dans le fond, de la question par d'autres acteurs que les États, même si les États demeurent les acteurs centraux de la politique mondiale. Cette transformation peut aller dans différentes directions. Il peut y avoir des améliorations, des transformations positives, négatives. Donc, nos intervenants vont pouvoir partager avec nous le sentiment qu'ils ont eu dans leur propre participation à cet événement. Je vous les présente en bloc parce qu'ils interviennent en bloc, en commun, collectivement. Thomas Burelli, qui est professeur à la faculté de droit, Lorraine Touchant et Alexandre Lilot, qui sont tous deux chercheurs postdoctoraux aussi à la faculté de droit, de sciences politiques, parce que ce sont des chercheurs transdisciplinaires. Donc, n'ayez aucune inquiétude si vous avez des questions en provenance ou en perspective d'autres champs disciplinaires, ils ne se sentiront pas mal à l'aise avec ça. Donc, ils vont nous présenter leur expérience et, bon, plus ou moins en 45 minutes, et puis ensuite, on pourra ouvrir la discussion. Si vous avez des questions de clarification au fil de la présentation, vous pouvez nous l'indiquer soit en levant la main, soit en mettant votre question dans le Q&A, et on pourra répondre aux questions pour clarifier et permettre une fluidité pour la suite de la présentation. Donc, je leur laisse sans plus tarder la parole. Merci beaucoup, Sylvie. Est-ce que c'est enregistré le séminaire ou pas? Oui. Oui, super, impeccable. Bon, très bien, mais commençons. Écoutez, ça nous fait très plaisir d'être avec vous aujourd'hui puis de vous faire un retour sur notre expérience à la COP. Ça a été une expérience assez enrichissante et assez, comment dire, beaucoup de choses se sont passées, puis on va essayer de vous en partager un maximum aujourd'hui. Alors, oui, je pense que déjà, ce qui est important de dire, c'est qu'on a eu le privilège de s'y rendre. Ce n'est pas gagné, puis on pourra parler des enjeux que ça pose d'un point de vue éthique également, parce qu'on a un petit peu d'éléments là-dessus, donc n'hésitez pas à poser la question. Mais donc, pour commencer, il faut quand même que je remercie mes collègues du Centre d'études en gouvernance, Centre droit public, parce que sans eux, on n'aurait pas pu y aller. Et je pense notamment à Alexandre et à Lorraine, qui sont tous les deux postdoctorants, parce que d'un point de vue formation, je pense que c'est excellent de pouvoir y aller. Moi, en tant que prof de droit international de l'environnement, j'étais très content d'y aller pour la première fois pour voir à quoi ça ressemble des négociations, parce que j'enseigne ça. Et finalement, écoutez, je ne suis jamais allé. J'ai participé à la préparation d'un petit morceau de négociation à un moment donné, mais je n'y avais pas participé. Donc, je dois les remercier parce que ça a un coût. Et notamment, Éric Champagne, tout de suite, a dit oui pour soutenir Lorraine. Et ensuite, Vanessa McDonnell du Centre droit public a soutenu Alexandre. Donc, voilà, je voulais leur tirer le chapeau parce que c'est vraiment un partenariat entre 3 centres. Et surtout, on a pu bénéficier en fait de l'aide du Centre québécois du droit de l'environnement qui nous a en fait prêté son statut d'observateur. Et je pense qu'Alexandre, tu vas revenir là-dessus, donc j'en dis pas plus, mais ils nous ont prêté ce statut-là sans lequel on ne peut pas y aller. Mais pour l'anecdote, il faut savoir que l'université a lancé la procédure pour l'obtenir, donc on devrait l'avoir
à l'avenir pour toutes les COP sur le climat. Voilà. Alors, donc, comme je vous l'ai dit, une expérience enrichissante et vraiment une semaine de travail non-stop, hein. On n'a pas arrêté, c'était boulot, boulot et boulot. Bon, vous remarquerez quand même que sur les photos, vous ne verrez aucune photo de Lorraine. La légende dit que Lorraine n'a pas dormi pendant une semaine. C'est un tout petit peu exagéré, mais ce n'est pas loin de la vérité. Lorraine était vraiment super active durant cette journée. Et donc, vous verrez certains des résultats de justement de ces travaux. On a été très actifs avec Alexandre, hein, c'est juste que là, on a pris les photos au même moment. Bon, qu'est-ce qu'une COP? Parce qu'on parle de COP, COP 26, etc. Donc, la COP, c'est ce qu'on appelle la conférence des parties. Donc, c'est l'organe décisionnaire qui s'occupe du suivi en fait, de la Convention 4 des Nations Unies sur les changements climatiques. Et en fait, conférence des parties, c'est un terme générique, hein, on le retrouve dans tous les forums en droit international de l'environnement, vous avez des COP dans tout un tas de domaines. Et donc, COP 26, c'est la 26e rencontre des parties à ce cadre juridique international. Donc, cette COP, elle est composée des États parties. Et bon, évidemment, vous avez compris, puisque nous avions le statut d'observateur, que les observateurs sont acceptés, mais ils participent à la COP, mais ils n'en font pas partie en tant que tels. Donc, uniquement les États qui ont ratifié la Convention, et généralement, c'est une réunion annuelle. Ça peut être tous les 2 ans, tous les 3 ans, ça dépend de ce que prévoit la Convention, le traité, le protocole, ou ce que les parties souhaitent faire. Sur le climat, c'est tous les ans. Voilà. Et ça devrait continuer comme ça, étant donné l'urgence et les enjeux en cause. Donc voilà, comme je vous l'ai dit, donc durant la COP, les parties examinent la mise en œuvre de la Convention. Donc on regarde un petit peu quelles ont été les avancées ou au contraire les manques. Et donc on adopte des décisions pour faire avancer le cadre juridique. Ça, c'est quelque chose d'intéressant à retenir peut-être pour vous du point de vue du droit international. En environnement, c'est souvent comme ça que ça fonctionne. Une première convention et ensuite qui évolue dans le temps. Donc parfois, la convention a beaucoup de limites, notamment sur les mécanismes de suivi, les mécanismes de sanctions, etc., mais c'est adopté au fur et à mesure de la vie de la Convention durant les COP. Donc là, vous voyez, je vous donne un exemple, mais pendant cette COP, il y a des mécanismes spécifiques sur l'article 6 de l'accord de Paris qui ont été adoptés. On va revenir là-dessus. Donc, c'est un mécanisme initié en 92 pour le forum qui nous intéresse, donc lors du sommet de Rio. Et la première COP date de 1995. Et donc, ça a notamment mené à l'adoption du protocole de Kyoto. L'accord de Paris, c'était la COP 20 ou 21 J'ai un 21. 21. 21. Voilà. Donc, vous voyez, il se passe parfois des choses très, très importantes du point de vue de la vie des traités. La COP 26, on verra justement qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui a été adopté à l'issue de cette rencontre-là. Et donc, je vais céder la parole, je pense, à Alexandre pour la suite. Oui, super. Merci beaucoup, Thomas. Je vais juste demander le contrôle de la présentation. Tu me dis si c'est bon. C'est bon. OK, c'est bon. Alors, bonjour tout le monde. Merci beaucoup, Sylvie. Merci beaucoup au Centre d'études en gouvernance aussi pour nous accueillir et pour pouvoir partager avec vous un peu notre expérience de cette COP26. Alors, dans la présentation, on va faire un petit point logistique sur la COP en tant que telle et sur notre délégation. Ensuite, on va se plonger dans ce qui est ressorti des négociations, ce qui est ressorti du pacte de Glasgow. Lorraine ensuite t'expliquera toute cette dynamique qu'on a retrouvée au-delà de l'événement et en marge de la COP. Et ensuite, on fera un petit point sur l'intérêt de participer à une COP en tant que chercheur, en tant qu'universitaire, un peu au sens large. Alors, quelques caractéristiques pour avoir un peu le profil de cet événement de la COP26. Alors, vous le savez, ça s'est passé à Glasgow du 31 octobre au 12 novembre 2021. Nous, on a assisté à la première semaine de l'événement. Il a accueilli environ 40 000 personnes, dont plus de la moitié étaient des représentants des délégations étatiques, environ 14 000 observateurs et le reste étaient des membres des médias, des représentants des médias. Et paradoxalement, et malgré le contexte sanitaire un peu compliqué, on y reviendra à quelques reprises dans les prochaines minutes, c'est la COP qui a été le plus fréquentée de l'histoire. Si je me souviens bien, la COP 21 à Paris, qui a été un peu, excusez-moi de l'anglicisme, mais un highlight des COP, je crois que c'était autour de 20-25 000 personnes. Donc, on a quand même une différence majeure en termes de participation. Environ 120 chefs d'État et de gouvernement se sont rendus à l'événement, principalement au début de la COP, où on a eu le sommet des chefs d'État et de gouvernement. Plus de 3000 organisations non gouvernementales et institutions non gouvernementales
étaient admises pour envoyer des observateurs à la COP. Donc, il faut compter à peu près 4 à 5 personnes par organisation non gouvernementale admise. Donc, chaque organisme peut environ envoyer autant. Nous, par exemple, je crois que le CQDE qui nous a envoyé avait un maximum de 3 accréditations. Donc, c'est la moyenne pour ces organisations. Et j'ai un petit bug d'affichage, Thomas, je ne vois pas le… Ah, voilà. Et alors, il est intéressant de noter les plus grandes délégations qui se sont rendues à la COP. Le Brésil, de loin, avec plus de 550 représentants étatiques. Et au niveau de l'industrie, en tout cas au niveau des délégations sectorielles, on a l'industrie des énergies fossiles qui était représentée en masse. Et donc, comment dire, les groupes d'intérêt, le lobbying était tout à fait présent lors de cette COP. On peut passer, super. Il y a des petits problèmes avec le contrôle de l'écran. Tout va bien. Alors, le contexte de cette COP, vous le saviez, a été prévu en 2020. En raison de la Covid, elle a été reportée à 2021. Mais ce qui était assez particulier, c'est les nombreuses incertitudes qu'il y a eu quant à l'organisation de cet événement. Jusqu'à l'automne 2021, donc quelques semaines avant l'événement, on ne savait pas si c'était maintenu, si ça allait être virtuel, si ça allait être présentiel, si on allait avoir quelque chose d'hybride, quelles étaient les restrictions sanitaires. Donc, on a eu une zone de flou assez longue et qui a duré vraiment jusqu'à tout proche de l'événement en tant que tel, et ce qui a créé beaucoup de confusion. On va y revenir notamment chez certains acteurs issus des pays du Sud. 26e conférence des parties, donc depuis, comme le disait Thomas, la conférence inaugurale de 1995. On est, alors 6 ans après l'accord de Paris, mais 5 ans vraiment, puisqu'on a eu un report d'1 année. Et d'un point de vue contextuel, ce qui était important, c'est que pendant cette COP, il y avait des échéances qui arrivaient à terme. Les questions de financement devaient être discutées, éventuellement réglées. Les questions de mécanisme sur l'article 6 de l'accord de Paris devaient également être réglées. Donc, une COP avec des enjeux quand même importants d'un point de vue juridique. Et bien sûr, on est presque 30 ans plus tard. La COP 27 marquera les 30 ans du cadre de la Convention internationale. Et malheureusement, ce qu'on constate, c'est que les COP s'accumulent et les résultats sont encore assez difficiles à obtenir en pratique. Alors, comme je vous l'ai dit, je vais faire un petit point sur la logistique de notre délégation. Puis, il y en a 2. Et le premier point logistique qui se trouve avant de se rendre à l'événement. Et la première quête, ça a été d'obtenir ce fameux statut d'observateur, ce Graal. Et j'ai le souvenir l'été dernier de Lorraine qui allait chercher sur le site des Nations Unies la liste de tous les organismes canadiens qui étaient admis pour envoyer des observateurs. Et on a regardé qui c'est qu'on connaissait, où est-ce qu'on pouvait éventuellement avoir des contacts. Et comme Thomas le disait, on a eu la chance de pouvoir d'entrer en contact avec le Centre québécois du droit de l'environnement qui a accepté de nous envoyer en tant qu'observateurs. Alors, avec quelques conditions, on pourra éventuellement y revenir si ça vous intéresse, notamment en termes de production de contenu, là. Mais quelques conditions, et on a pu représenter le Centre québécois du droit de l'environnement. Mais l'obtention de ce statut d'observateur, il n'est pas automatique. Et quand bien même l'université, l'année prochaine, aurait la chance d'avoir ce statut, s'il y a juste 4 ou 5 places, il va bien falloir jouer ses cartes pour pouvoir se rendre à l'événement. Deuxième point de logistique assez compliqué, celui du logement. Je ne vais pas m'éterniser là-dessus, mais vu que pendant longtemps, on ne connaissait pas le format de l'événement, ben on s'est retrouvé, je crois, début octobre, à devoir chercher un logement. Et on a vu les prix, on s'est dit, bon, pour une semaine, ça va, c'est raisonnable. Et on s'est rendu compte que c'était un prix sur une nuit. Donc, assez compliqué de trouver un logement abordable et bien placé, parce qu'il y avait quand même beaucoup de déplacements à faire pour se rendre physiquement sur le lieu. Mais on a eu de la chance de trouver quelque chose de très bien. Il y a eu des enjeux aussi au niveau de la ville, là, on pourra en discuter, où certains propriétaires ont préféré ne pas louer leur appartement à des étudiants et ont préféré louer leur appartement pendant 2 semaines à des personnes qui se rendaient à la COP parce que c'était plus rentable. Donc, des impacts aussi au niveau local de l'organisation d'un tel événement. L'organisation du voyage, alors pour nous, venant du Canada, ça n'a pas été très compliqué.
malgré la pandémie. Beaucoup de sauts de puce, pas beaucoup de vols directs, mais on verra dans quelques minutes que ça a été beaucoup plus complexe pour des délégations venant de pays, notamment des pays du Sud. Mesures sanitaires, bien sûr, ça c'était le fil rouge de notre voyage, le début du marathon des tests antigéniques et PCR, ou ce qu'on peut appeler le ramonage quotidien des sinus. Ça a été assez intéressant et vous verrez, ça fait partie de l'aventure d'être sur place. Et à titre d'information, là, pour nous, du point de vue logistique, avant de partir, on avait besoin de faire un PCR avant, parce qu'on avait une connexion aussi par les États-Unis et ensuite sur place, on devait faire un PCR 2 jours après pour respecter les mesures du gouvernement du Royaume-Uni. Alors, la logistique de l'événement maintenant. La première chose, c'est que il faut quand même reconnaître, je crois, la complexité d'organiser un tel événement, d'autant plus en période de pandémie et en quelque sorte la prouesse logistique qui a été réalisée par les Nations Unies dans l'organisation de cet événement. Maintenant, il y a eu des problèmes majeurs qui ont fait surface au fur et à mesure, au fil des jours, et c'est là-dessus que je voudrais m'attarder rapidement. L'accès au site, dans un premier temps, qui a été très compliqué, notamment les premiers jours, lorsqu'on a eu le World Leader Summit, le sommet des chefs d'État et de gouvernement. Restrictions sanitaires obligent, on devait faire des tests quotidiens qui étaient vérifiés à l'entrée et il y avait des jauges. Je crois que c'était maximum de 10 000 personnes sur le site, lorsque le site pouvait en accueillir 40 000. Il y avait aussi des mesures de sécurité assez importantes. Une seule entrée, très contrôlée. Je vais vous montrer quelques photos. Vous voyez sur la première image à gauche, les forces de l'ordre très présentes avec les grillages. Sur l'image à droite, cette espèce de porte très intimidante où on a l'impression de rentrer dans un endroit pas très accueillant. Je vous rassure, le site était très accueillant, mais cette porte était un peu désagréable à voir. C'était un peu oppressant. Mais donc, des mesures… j'ai encore un petit bug d'affichage, excusez-moi. Voilà, des mesures de sécurité très présentes, ce qui ont fait que, surtout les premiers jours, le matin, il y a eu des attentes très longues pour certaines personnes pour se rendre et entrer sur le site. Il y a des vidéos qui ont tourné sur les réseaux sociaux. Certaines personnes ont attendu jusqu'à 3 ou 4 heures pour ne serait-ce que rentrer sur le site de l'événement. Alors, suite à ça, il y a eu la volonté des organisateurs de mettre en place un système de tickets qui signifie que pour certains événements, notamment les événements qui sont vraiment au cœur de la COP, donc au cœur des négociations, eh bien, il y aurait besoin d'avoir un ticket, donc s'inscrire sur la base du premier arrivé, premier servi, et de un ticket par partie, par délégation. Beaucoup de critiques sur ce système qui n'a finalement pas été adopté, mais c'était une mesure d'urgence, entre guillemets, qui avait été envisagée par les organisateurs face à la difficulté d'accéder au site. Les problèmes au niveau des normes d'accessibilité. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais la ministre israélienne de l'énergie, Madame Karine Elaharar, si je ne vous dis pas de bêtises, n'a pas pu assister à la première journée de la COP puisque les normes d'accessibilité n'étaient pas respectées. Les choses se sont améliorées par la suite, mais il y a eu des problèmes à ce niveau-là. Ah oui, et la plateforme en ligne, finalement. Alors, l'événement s'est tenu en présentiel, mais on pouvait également, avec un statut d'observateur ou de délégation étatique, assister aux certains événements, donc les high-level meetings, les plénières, les négociations, en ligne, sur la plateforme en ligne. Le problème, c'est que les premiers jours, la plateforme en ligne, elle n'a pas tenu le choc. Les serveurs n'étaient pas capables d'accueillir l'ensemble des personnes qui se connectaient. Et donc, il y a eu des bugs assez répétés et c'était parfois difficile de voir les événements en direct. Alors, bien sûr, c'était bien parce qu'on pouvait les regarder, en replay, mais il y a eu des problèmes à ce niveau-là également. Alors, l'accès au site a été problématique, mais l'accès à l'événement également a été problématique. Puis ça, c'est une vision un peu plus d'ensemble puisque ça a créé des inégalités. Alors, bien sûr, l'accès au vaccin était un problème majeur. Les conditions de voyage et de quarantaine ont changé régulièrement, notamment quelques semaines, voire quelques jours avant l'événement. Le problème de visa pour certaines personnes
la question des prix pour les logements et pour rester sur place sont vraiment des éléments, des conditions qui ont rendu, puis je vais y revenir un peu après, mais qui ont mené beaucoup de personnes à qualifier cette COP comme étant peu inclusive. Et bien sûr, forcément, c'est toujours les mêmes qui subissent en premier et les représentants, les délégations des pays du Sud ont eu beaucoup de mal parfois à se rendre sur place. Et donc, on a eu l'absence de plusieurs pays, de plusieurs mouvements citoyens provenant de ces régions-là. Et un exemple qui est assez interloquant, c'est celui de Kiribati, donc pays des membres des États insulaires, particulièrement en proie aux effets des changements climatiques. Kiribati n'a pas pu envoyer de délégataires représenter son pays à la COP26. Si vous regardez les chiffres officiels publiés par les Nations Unies, vous allez voir délégation Kiribati, il y a 0. Et tout ça à cause des conditions de voyage, des questions de sanitaires, de quarantaine, etc. Ils ont pu envoyer finalement des personnes représentant l'État, mais qui n'étaient pas délégataires au sens strict et qui venaient de pays et qui étaient établis en fait dans des pays qui n'étaient pas Kiribati. La présence et le rôle des représentants autochtones a été décrié. Une forme de tokenisation a été exprimée par les représentants autochtones. Certains se sentaient inconfortables et disaient d'être là simplement pour le symbole. J'ai un souvenir avec mes collègues où on explorait certaines zones de la COP et il y avait un endroit où il y avait un pavillon dédié aux communautés autochtones. Et très souvent, devant ce pavillon, il y avait vraiment une accumulation de gens qui venaient prendre des photos. Donc, ça a contribué un peu à ce sentiment qui a été partagé par les représentants autochtones dans les médias notamment, et également le cadre de négociation coloniale a été dénoncé dans les médias, le cadre de négociation, mais également l'implication de certaines multinationales, de certains mécanismes qui ont été mal accueillis et qui contribuent, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, à dénoncer une COP qui finalement a été peu inclusive, surreprésentée par des personnes et des pays occidentaux et qui a encore des problèmes à régler au niveau de la justice sociale. Et enfin, dernier point au niveau de la logistique de l'événement, c'est l'accès aux délégations. Puis là, je vais passer assez rapidement parce que c'est assez clair. Donc, l'obtention d'une accréditation, excusez-moi, bug d'affichage encore. L'obtention de l'accréditation, elle n'est pas forcément automatique. Et en plus de ça, il y a une hiérarchie dans les accréditations. Si vous avez un badge d'observateur, vous n'avez pas accès à tous les éléments, à tous les événements officiels ou à la table des négociations, même ne serait-ce que pour observer ce qui s'y passe. Et l'exemple qui nous a marqué avec mes collègues, c'est qu'on n'avait pas le droit en tant qu'observateur, quand bien même observateur provenant de la société civile canadienne, d'assister à la conférence de presse de Justin Trudeau dans les premiers jours de l'événement. C'est cette question d'accès aux négociations et de transparence des négociations a notamment été discutée dans le cadre des négociations sur article 6. On pourra y revenir si vous le souhaitez. Deuxième point logistique rapidement pour notre délégation. Et là, ce coup-ci, quand on était à Glasgow, présent à la COP. Bien sûr, je vous l'ai dit, les mesures sanitaires omniprésentes. L'histoire raconterait qu'il est possible que nous ayons fait notre premier test antigénique sur le coin d'une table dans un bar afin de pouvoir se rendre le premier jour à la COP. Alors, l'histoire est complètement fausse. C'est quelque chose qui n'est pas arrivé. Il a fallu qu'on se teste tous les jours, bien sûr, qu'on fasse des autotests, qu'on enregistre par la suite en ligne, donc quelque chose de pas très compliqué, mais assez fastidieux tous les jours. La bonne nouvelle, c'est que ça nous a apporté des photos assez sympathiques qu'on a le plaisir de partager et de regarder parfois. Notamment, et là je pense à mon collègue Thomas au milieu qui faisait son test antigénique à 5h30 du matin avec un grand sourire et très clairement beaucoup d'enthousiasme. Le deuxième point logistique assez compliqué pour nous, ça a été la taille de l'événement. Là, je parle physiquement, c'est impossible de tout suivre. C'est un événement qui est gigantesque. Le site fait 23 000 m². Ça prenait une bonne dizaine de minutes de traverser d'un point A à un point B, de traverser tout le site. Et donc, juste d'un point de vue couverture de l'événement,
l'espace qu'il occupait rendait les choses compliquées. Mais le deuxième problème, c'était que beaucoup de choses se déroulent en même temps. Là, vous voyez la petite vidéo qui défile. Ce sont uniquement les événements officiels qui se déroulaient lors d'une seule journée. Et ça ne compte pas tout ce qu'ils appellent les side events, donc les événements qui sont organisés par des délégations, par des regroupements d'ONG, etc. Beaucoup de choses, impossible de tout suivre en même temps. Comme nous le disait un de nos collègues en préparation de l'événement, il y a plusieurs COP en même temps et il fallait être stratégique pour décider de ce qu'on allait faire et ce qu'on allait suivre. Alors, quelle stratégie on a mis en place de notre côté? Eh bien, c'était notre première COP à tous les trois. Donc, on voulait vraiment avoir un sentiment ou essayer de comprendre comment ça fonctionne. L'organisation, la logistique, les dynamiques. Et l'autre objectif, puisque c'était notre première COP, c'était de s'essayer à la diffusion d'informations, à la vulgarisation, notamment puisque nous avons ce rôle de chercheur et un regard assez transversal dans les sciences humaines que nous pouvions apporter à l'événement. Les autres thématiques ciblées, ce sont bien sûr les grandes annonces transversales, donc les résultats issus des négociations, et les grandes annonces canadiennes et québécoises. Donc, je vous l'ai dit, on a fait pas mal de création de contenu et de vulgarisation. Je vous invite à suivre le compte Twitter du Centre du droit de l'environnement et de la durabilité mondiale où on a posté ces éléments-là. Lorraine nous a produit des nuages de mots assez fascinants là, sur la base des discours qui ont été prononcés à la COP, notamment par les chefs d'État et de gouvernement. Elle a également fait une infographie que vous allez revoir un peu plus tard là, sur les résultats des négociations pour le Canada. On a essayé de faire des fils Twitter sur certains événements auxquels on a pu assister, certaines discussions qui étaient un peu plus privées, entre guillemets. Le journal de la COP, une petite vidéo quotidienne sur ce qui s'est passé, ce qu'on a ressenti et notre expérience en présence à la COP, et quelques commentaires dans les médias également. Alors, pour conclure très rapidement, la structure de nos journées, pour vous donner une idée, les matins étaient en général consacrés au suivi des événements officiels, souvent en ligne, pour éviter ces longues files d'attente et pour pouvoir avoir accès à l'information directement, mais aussi parce qu'on avait besoin d'avoir un peu de temps pour créer le contenu qui était basé sur les informations qu'on avait obtenues la veille. Les après-midi, en général, on se rendait sur place avec des événements ciblés, des side events, et on en profitait pour filmer notre journal de la COP. Alors, je vous propose maintenant de passer aux négociations. Et qu'est-ce qu'on peut en retenir? Thomas, je crois que c'est toi qui reprends la parole. Tout à fait. Oui. Alors, donc, rentrons un petit peu dans le contenu des négociations et ce qu'on peut en retenir. Donc, évidemment, on ne pourra pas tout passer en revue, tout simplement d'ailleurs parce que je vais vous avouer que pour pouvoir être capable de vous faire un compte-rendu exhaustif, il faudrait y passer beaucoup de temps, puis nous aussi faire plus de recherches. C'est quand même énormément de choses qui sont négociées, donc on va vraiment revenir sur les points les plus importants. Et donc, d'abord, je voulais vous remettre à l'écran les objectifs qui ont été fixés par la présidence britannique. Donc, ce que vous avez en anglais, je vous les ai laissés en anglais pour ne pas dénaturer le propos et pas que vous ayez l'impression que je tords les choses. Mais donc, le premier objectif qui est vraiment important et dont on va discuter, cette question de carboneutralité qu'on vise pour le milieu du siècle et de garder l'objectif d'élévation des températures à 1,5 degré à notre portée. L'autre objectif important dont on parlera, c'est la question de la mobilisation de la finance. Et je vous ai mis des exemples pour chacun des objectifs. Donc là, tout de suite, voyons voir un petit peu ce qu'il en est de cet objectif d'1,5 degré d'élévation de température. Alors, d'abord, peut-être, je vais revenir un petit peu sur le fonctionnement du système qui est mis en place par Paris, pour que vous compreniez bien. Je résume les choses, mais si on regarde le protocole de Kyoto, l'idée, c'était de fixer un maximum, c'était de fixer un degré de réduction des émissions de gaz à effet de serre par les États parties, en tout cas certains d'entre eux, pour une certaine période de temps. Donc, on avait fixé à 5%, si je ne me trompe pas, sur une période de 4 ans pour la première période. Et en gros, les États développés devaient diminuer globalement, le groupe de ces États-là devait diminuer de 5% leurs émissions. L'accord de Paris, ce qu'il faut comprendre, c'est que la logique est complètement différente.
on ne fixe plus d'objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre. On demande aux États de communiquer leurs contributions volontaires en termes de réduction de leurs émissions de gaz à effet de serre. Donc, la logique est complètement renversée. On fait confiance aux États et on espère que, par la bonne volonté de la communauté internationale, on va réussir à respecter des taux d'émissions et de garder une élévation de la température qui soit raisonnable. Et vous voyez que ce qui est fixé, c'est 1,5 degré d'élévation de température. Aujourd'hui, c'est ce qu'on entend partout. Avant Paris, c'était un petit peu différent. Et je le souligne tout de suite, 1,5 degré, c'est déjà pas génial en termes de conséquences pour l'environnement. Donc ça, il faut le rappeler aussi. Mais donc, la logique, c'est donc, on fait confiance aux États. Et c'est pour ça que Glasgow était super important, parce qu'on est 5 ans après Paris. Donc, on est après 5 ans, les États devaient mettre à jour leurs contributions nationales volontaires. Et donc, on attendait ces contributions-là. Et vous imaginez bien que le secrétariat recevant ces contributions, l'idée, c'est de compiler tout ça et de voir quels pourraient être les effets de ces engagements-là sur l'élévation de la température. Sous-entendu sous réserve, que ces contributions-là soient respectées, ce qui parfois n'est pas le cas. Voilà, mais au moins vous avez la logique. Et donc, tout l'enjeu de Glasgow, c'est mettre à jour ces contributions et voir si on restait dans un objectif d'élévation des températures à 1,5 degré, si on restait à portée de cet objectif-là. Alors, si vous regardez les conclusions de la COP, et je vous encourage à faire le même exercice avec toutes les COP en environnement, vous allez voir qu'on va vous expliquer que « Ah non, mes animations n'ont pas fonctionné, vous n'aurez pas l'effet de surprise ». On nous dit que, vous avez la citation donc, du président de la COP qui vous dit qu'on peut dire de manière crédible que nous avons gardé l'objectif d'1,5 degré vivant. Le schéma que je vous ai donné, c'est celui que vous avez à l'écran, c'est celui qui est donné par la présidence de la COP. Et je dois vous dire, je me suis posé la question parce que je ne comprenais pas le schéma. J'avais du mal à voir un petit peu ce à quoi ça correspondait. Je suis retourné à la source. Ce schéma, il a été modifié. Le schéma original est déjà beaucoup plus complexe que ça et on va en voir un second qui en fait est beaucoup plus clair et qui montre qu'on n'est pas du tout sur une trajectoire de respect des 1,5 degrés pour l'instant. Mais vous voyez que dans le discours de fin de la COP, on nous dit que cet objectif est encore vivant. Alors, d'un point de vue très littéral et simplifié, oui, il est toujours vivant parce qu'on ne l'a pas encore dépassé. Par contre, si on regarde, est-ce qu'il est encore vivant avec les actions, les mesures qu'on a prévues jusque-là? Absolument pas. Et on va le voir tout de suite. Bon, vous voyez que c'est tout de suite nuancé puisqu'on nous dit que son pouls est très, très faible. Et ensuite, on nous pose 2 conditions. Il faut qu'on tienne nos promesses et en plus, il faut qu'on prenne des actions. Donc, cet objectif-là, vous voyez, c'est le discours final de la COP, mais c'est très, très décevant de ce point de vue-là. Je vous dis, regardez un petit peu les COP en environnement, c'est récurrent. Je me souviens du protocole de Nagoya, à l'époque, adoption de ce protocole, et on nous dit, dans la foulée de l'adoption, le secrétaire de la Convention nous dit c'est une nouvelle ère d'harmonie avec la biodiversité, la nature s'ouvre. Bon, on est en 2021, la biodiversité continue de disparaître. Donc, bon, on en reparlera peut-être un jour. Bon, donc, autre schéma pour mieux comprendre un petit peu et voir à quel point… Voilà. Sur ce schéma-là, vous voyez, on ne va pas tout discuter évidemment, mais vous voyez que la petite ligne en pointillé verte, c'est la trajectoire qu'il faudrait que nous ayons pour maintenir vivant cet objectif d'élévation d'1,5 degré. Donc, fixé par Paris, qui est l'objectif le plus ambitieux. Et je le répète, c'est un objectif ambitieux selon l'accord de Paris, mais c'est déjà, j'hésite à dire ça, mais c'est déjà catastrophique dans une certaine mesure pour l'environnement. Vous voyez que sur la ligne bleue, vous avez les engagements avant Glasgow, en pointillé. Et vous voyez que ce qui a été décidé, ce qui a été négocié, les promesses qui ont été faites pendant Glasgow, on arrive à diminuer un petit peu la dynamique, mais vous voyez qu'on est encore très, très loin de cette ligne et de cette trajectoire de maintien de la température à 1,5 degré. Donc, pour l'instant, je pense qu'on est à 1,2, 1,3 d'élévation. On peut s'attendre à le dépasser. Et toute la question qu'on se pose avec nos collègues, parce qu'on a commencé à entendre ça dans les conversations, et on le verra peut-être dans les prochaines COP, l'idée selon laquelle, en fait, on dépassera peut-être ce 1,5 degré, même très certainement, mais ce qu'on va nous dire, c'est qu'on sera peut-être capable d'y revenir. Donc, on le dépassera peut-être pendant un temps et on sera peut-être capable d'y revenir, notamment par la technologie, notamment par des mesures spéciales, etc. Mais donc, tout ça pour dire que voilà, cet objectif-là et en tout cas les annonces qui ont été faites durant la COP, très, très décevantes de ce point de vue-là. On attendait beaucoup plus de la part des États
Et vous voyez que cette logique de faire confiance aux États, pour l'instant, ça ne fonctionne pas. En fait, les contributions qui sont données par les États ne sont pas suffisantes. Et encore une fois, hein, ça, c'est des promesses. À voir ensuite si ça, c'est respecté quand les échéances arrivent. Et jusque-là, c'est parfois compliqué. Je pense par exemple à l'exemple de la France, dont on a déjà pointé les insuffisances et les retards par rapport à la stratégie. Alors, autre point important là-dessus, sur la question des contributions, des réductions, des engagements en termes de réduction des gaz à effet de serre, on a observé des choses très intéressantes durant la COP, et notamment en fait, des choses qui étaient complètement passées en dessous de mon radar dans le cadre de mon enseignement en droit international et l'environnement, mais en fait l'émergence d'alliances qui étaient là avant la COP hein, pour certaines, donc notamment la Powering Past Coal Alliance et la Beyond Oil and Gas Alliance. Et ça, c'est très intéressant du point de vue des négociations parce qu'on n'est pas sur des institutions qui font partie de la COP. On n'est pas sur des alliances qui sont prévues par l'accord de Paris. On est sur des choses qui émanent en fait de la volonté de certains États de se réunir. Et là, on parle d'États, on parle de gouvernements régionaux. Donc, je pense aux provinces au Canada. Hein. Le Québec fait partie des deux alliances. L'Alberta fait partie de la Powering Past Coal Alliance aussi. Et vous avez également des acteurs privés. Je vous ai noté quoi là? La Caisse de dépôt de placement du Québec, elle fait partie de la PPCA. Unilever fait partie de la PPCA et également Virgin Group. Donc, vous voyez également des compagnies privées qui s'engagent dans le cadre de ces alliances. Et normalement, la question que vous devriez me poser, c'est à quoi ça sert ce truc-là et à quoi s'engagent les membres dans ces alliances-là? Je vous répondrai à pas grand-chose. Et en fait, pour vous dire ça, il suffit d'aller sur le site de ces alliances, regardez un petit peu les déclarations qui sont faites au moment de l'adoption et vous verrez que c'est des engagements qui sont très, 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 très vagues. La PPCA, l'idée, c'est de sortir, c'est l'engagement pour les gouvernements membres de sortir alors, ce n'est pas du charbon complètement, parce qu'on nous dit « existing unabated coal power ». Et ça, c'est déjà une nuance par rapport à l'usage du charbon. Ça veut dire que certaines formes d'exploitation du charbon pourraient être considérées encore comme acceptables, notamment en cas de captation du carbone, par exemple, lors de l'exploitation. Bon. Donc, des alliances dont les obligations sont très, très, très vagues. On a très peu d'informations. On n'a aucune information sur les mesures de suivi, sur l'existence d'éventuelles sanctions dans le cadre de ces alliances-là, mais pourtant, elles se développent. Et ça a fait l'objet d'annonces très importantes que vous avez forcément vu passer dans les médias, parce que oui, elles sont passées dans les médias, mais qui se font en marge des négociations. Et ça ne concerne que seulement certains États, pas tous les États. La PPCA, par exemple, vous avez certains membres du G7, mais évidemment, vous n'avez pas les grands acteurs. Ni les États-Unis, ni l'Inde, ni la Chine ne font partie, par exemple, de cette alliance. Mais ça se développe en marge. Et c'est quand même un phénomène intéressant du point de vue du droit international de se poser la question à quoi ça sert? Quel est le véritable impact? Quelle est la force normative de ces alliances-là? Voilà. Donc, je vous pose ça sur la table parce que c'est quelque chose qui a pris beaucoup de place. Certains États s'en sont beaucoup vantés. Je pense au Canada qui a beaucoup mis ça en avant. Le Québec aussi. Le Québec qui fait partie de la Beyond Oil and Gas Alliance. Alors, c'est drôle parce qu'il n'y a pas d'exploitation de pétrole au Québec. Oui, il y a des permis d'exploration, mais jusqu'à ce jour, il y a eu de l'exploitation dans le passé, mais il n'y en a plus aujourd'hui. Et vous savez qu'avant la COP26, le gouvernement québécois s'est engagé à ne pas exploiter les hydrocarbures sur son territoire et donc a rejoint cette alliance, ce qui est très bien en soi. Attention, ce n'est pas de dire que c'est mal, mais se poser la question à quoi ça sert vraiment et pourquoi on a besoin de cette alliance-là si on a déjà le forum international. Donc, je m'arrête ici. Et juste pour vous donner un dernier élément sur la manière dont les énergies fossiles sont traitées dans le pacte de Glasgow. Parce que ça, c'est quand même une première et c'est quand même intéressant. Donc, les énergies fossiles, ça peut paraître étrange, mais c'est la première fois qu'on les retrouve dans une décision finale d'une des COP. On aurait pu se dire qu'on aurait dû les retrouver bien avant, et on aurait dû, mais c'était la première fois que c'est discuté. Et voyez que, donc là, vous avez la phrase que je vous ai mis en anglais parce qu'on n'a pas encore la traduction officielle en français. Et je suis curieux de voir comment ils vont traduire ça, pour être honnête, parce que vous voyez, le unabated coal, je n'ai pas trouvé de définition très claire en français. Mais en anglais, on sait ce que ça veut dire et on comprend bien. Et donc, vous voyez que ce qui a été retenu, c'était de phase down. Et ça, c'est important parce que jusqu'à la dernière minute, ça a conduit en fait au report de la clôture des négociations parce que certains États voulaient indiquer phase out. Et c'est l'Inde, je pense, et la Chine qui se sont opposés à la fin et qui ont imposé à ce qu'on mette le phase down plutôt que phase out.
Et d'ailleurs, ça a entraîné, si je ne me trompe pas, hein, les larmes du président de la COP26 qui a dit, voilà, on a échoué parce que voilà, on s'est fait, ça a duré plus longtemps que prévu, on s'est battu sur un mot. Et vous voyez que même si on a regardé phase out, hein, ça reste une obligation, un engagement qui est quand même très, 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 très vague encore. Hein. Donc voilà, pour ce qui est de l'élévation de la température. Donc je pense que Lorraine, c'est à toi. Je pense que c'est à moi encore, Thomas, sur le… Ah, c'est à toi, Alex, excuse-moi. Ouais, sur les règles autour de l'article 6. Je t'approuve. Vas-y. Allez, merci beaucoup. Alors, rapidement, sur ce fameux article 6 de l'accord de Paris, je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est des négociations et un contenu qui est extrêmement technique et il y a seulement une poignée d'experts qui sont familiers et confortables avec ce contenu-là. Et en toute transparence, je n'en fais pas partie, mais par contre, je vais partager avec vous les observations de notre collègue Christopher Campbell-Duruflé qui a travaillé sur ces thématiques-là. Alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, l'article 6, en tout cas l'adoption de règles relatives à l'article 6, était à l'agenda de la COP26 et il y a des mécanismes pour le transfert d'émissions qui ont été adoptés. Alors, à ce niveau-là, c'est un succès. À quoi ça correspondait de façon très sommaire? C'est donc des règles qui sont établies dans l'accord de Paris et qui permettent à des pays ou à des entreprises d'acheter des crédits générés par d'autres pays ou d'autres entreprises pendant qu'eux-mêmes réduisent leurs propres émissions. Donc, vous pouvez imaginer que les règles de transfert de ces crédits au niveau international et les définitions étaient des éléments extrêmement techniques et je vous encourage d'aller jeter un œil sur les documents qui ont été adoptés. Ça fait un peu froid dans le dos, mais ça a été adopté, il y a eu un accord. Bien sûr, cet accord a eu son lot de critiques également, et les principales critiques étaient les suivantes. La première, c'était celle de la prise en compte des projets, de la certification de projets qui pouvaient avoir un impact sur les droits de la personne ou sur les communautés locales. Beaucoup d'ONG, beaucoup d'activistes faisaient valoir le droit à l'autodétermination, le droit à l'eau, le droit au consentement libre et éclairé comme des éléments devant être pris en compte dans la certification des projets intégrés dans ces mécanismes de transfert sous l'article 6. De la même façon, il y a eu des critiques sur le fait que le mécanisme de recours préconisé, donc concernant la certification des projets, n'était pas fondé sur les droits humains et donc ne prenait pas en compte ces éléments-là. Donc, un succès en demi-teinte ici, quand bien même des règles ont été adoptées. Il y a des dimensions liées à la justice sociale qui n'ont pas suffisamment été intégrées aussi bien dans le processus de négociation que dans le résultat des négociations. Je m'arrête tout de suite. Lorraine, je te cède la parole. Merci infiniment. Bonjour à tous. Merci infiniment, professeur Pacro, de nous avoir invités. Donc, moi, je vais vous parler un peu plus de la mobilisation sociale et des événements qui ont eu lieu. Mais avant que je démarre, je veux juste vous parler des mécanismes de financement qui ont été discutés lors de la COP. Alors, durant notre présence, on a pu parler à énormément d'acteurs et c'est un élément que nous avons remarqué, c'était la grande présence des entreprises du secteur financier. Lors de nos entrevues et conversations avec les acteurs sur place, beaucoup étaient surpris en fait de la taille de la délégation qui était très proche de celle de la délégation du secteur pétrolier et gazier. On comptait à peu près 430 entreprises financières. Et ces entreprises, en fait, ont été réunies par Mark Carney, qui est l'ancien gouverneur de la Banque du Canada, puis aussi l'ancien gouverneur de la Banque d'Angleterre. Et lui a formé une coalition qui s'appelait le Glasgow Financial Alliance for Net Zero. Et l'idée, c'était justement que ces 450 entreprises qui représentent à peu près 40% des biens financiers, en fait, s'engagent à soutenir les actions d'adaptation et d'atténuation du changement climatique. Alors, ces entreprises ont annoncé, notamment lors de la deuxième semaine, elles ont promis, je le dirais plutôt, 130 trillions de dollars pour lutter contre les changements climatiques. La nuance qui a été apportée, par contre, c'est que bien que ces entreprises soient volontairement motivées à financer en fait l'adaptation et l'atténuation au changement climatique, ces dernières se sont alertées du manque de mécanismes en fait financiers en place au sein de la gouvernance internationale climatique.
L'autre élément qui a été poussé aussi beaucoup par le Canada en partenariat avec l'Allemagne, c'était le fameux objectif des 100 milliards de dollars par an promis pour aider les pays non développés à s'adapter et à atténuer les changements climatiques. Alors, cette annonce n'est pas nouvelle. Ce financement date en réalité de la COP 15 à Copenhague en 2009. Cet objectif n'a nullement été atteint. Par contre, vous trouverez que dans le pacte de Glasgow, donc le document final, les pays sont invités à doubler leur financement climatique pour l'adaptation d'ici 2025. Et enfin, lors de la discussion, en fait, lors des dernières heures de discussion, nous avons vu plusieurs versions en fait, de l'accord final. Et un élément qui était présent au départ dans les premiers et deuxièmes brouillons et qui a fini par disparaître dans la version finale était la demande des pays insulaires et des pays en voie de développement de la création d'un fonds pour les pertes et les dommages liés au changement climatique. Cette demande a été en réalité rejetée, notamment par les États-Unis, qui ont dit que cette demande ouvrirait la boîte de Pandore et qu'en fin de compte, les États-Unis ne pouvaient pas s'engager à financer pour un délai indéterminé donc, les pertes et les dommages qui étaient subis par les pays insulaires et les pays en voie de développement liés au changement climatique. Alors, la petite carte en bas vous indique un petit peu comment le Canada, en fait, finance aujourd'hui les programmes d'atténuation. En fait, c'est où il les finance et non pas comment, hein, où le Canada finance les programmes d'atténuation et les programmes d'adaptation. Alors, Lorraine, peut-être oui. pas sur le… Peut-être ça, on va l'envoyer de toute manière, donc peut-être pas sur le volet en marge, etc. peut-être. Parce que là, tu as des belles choses à dire, là, je pense. Ouais. Oui, en fait, cette infographie est disponible sur les médias sociaux. Si vous suivez, vous allez sur le centre de droit de gouvernance et de la durabilité mondiale, dans la section médias, vous allez pouvoir retrouver cette infographie. Il y a aussi la CBC qui a effectué un article sur cette infographie qui a fourni de l'information supplémentaire dont je vous invite à consulter l'article qui a été publié. Bon, ça bouge très vite, je m'excuse. Alors, suite à la COP, l'un des travaux que je suis en train d'effectuer, c'est d'étudier les symboles et les messages qui ont été diffusés tout au long en fait, de la COP durant les 2 semaines et les messages qui ont été diffusés par les acteurs sociaux lors des manifestations et des événements qui ont lieu un petit peu en dehors du site même de la COP. Alors, à gauche, vous pouvez voir la zone bleue. De l'autre côté se situait la zone verte. Cette zone était protégée de barbelés, mais en fait, toute la section marron qui représente un petit carré et la section marron qui encadre la gare de train étaient des lieux que j'ai identifiés comme étant particulièrement des zones de publicité ou des zones où les symboles de la COP ont été les plus importants. Donc, la communication politique autour de la COP a vraiment été ciblée dans des lieux stratégiques très peuplés où la circulation, en fait, est extrêmement importante. Les petites croix violets représentent les lieux des manifestations. Donc, bien sûr qu'il y a eu des manifestations autour de la zone bleue. Cependant, le fait que cette zone est extrêmement étroite le long d'un hôtel et des bâtiments ne rendait pas ce site vraiment propice aux manifestations sociales et aux mouvements sociaux. Et ces derniers se sont davantage en fait déplacés dans le centre-ville de Glasgow, notamment dans dans la station de train centrale. Alors, les symboles, la première chose, c'est de dire que Glasgow a vraiment été aux couleurs de la COP. À chaque fois que nous marchions dans le centre-ville, le long de la rivière, nous pouvions voir les publicités, les couleurs de la COP 26. De nombreux messages avec des visages qui disaient justement, comme cette image l'indique, le monde est en train vraiment de regarder ce qui se passe à la COP.
Les entreprises aussi se sont beaucoup mis aux couleurs de la COP. Alors, beaucoup de vitrines ont affiché des peintures, des affiches, des messages qui étaient vraiment destinés à la population en général. Et puis, l'objectif était vraiment de montrer leur implication, leur engagement, mais surtout, en réalité, de prouver qu'eux aussi visaient à s'impliquer dans la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Les symboles aussi que nous avons retrouvés beaucoup plus en fait en décalage et écartés de la zone bleue et puis de la zone verte des négociations étaient les messages des organismes non gouvernementaux, d'organismes à but non lucratif et aussi d'églises. Alors, la première image que vous pouvez voir, celle-ci, c'était à la station de train d'Édimbourg. Alors là, c'était une coalition qui prône l'alimentation végétarienne. La deuxième image était aussi à Édimbourg, dans le centre-ville, et cette image a été apposée sur le mur d'une grande église principale sur le grand chemin traditionnel à Édimbourg. Et le troisième aussi, là encore, était un message d'un organisme non gouvernemental, les Amis de la Terre, qui, eux, vraiment essayaient aussi de faire passer leur message en lien avec la résistance mondiale. Les groupes d'intérêt aussi se sont notamment beaucoup impliqués pour faire passer des messages et soutenir les leaders autochtones. On a trouvé énormément de messages qui ciblaient particulièrement les peuples autochtones en Amérique latine. Beaucoup moins de messages portaient sur les communautés autochtones nord-américaines. Donc, il y avait vraiment un traitement du message assez intéressant puis différencié selon la région du monde. Le discours aussi, le fameux blablabla, a été repris à plusieurs reprises, notamment dans les manifestations sociales. On a vu beaucoup ce message réapparaître dans les manifestations. Les résidents aussi se sont pas mal mobilisés. Alors, nous restions dans un voisinage qui s'appelait Battlefield, qui se situait à environ 15 minutes en train du centre-ville. Et beaucoup d'affiches et beaucoup de résidents se mobilisaient pour essayer justement de partager leur vision du monde, mais aussi leur message aux décideurs politiques mondiaux. Donc, nous avons trouvé quelques fenêtres ici, comme vous pouvez le voir. Ça, c'était une maison qui est à peu près à 100 mètres de là où nous nous étions logés. Vraiment, l'idée, c'était d'embellir un petit peu le voisinage tout en passant un message écologique. Par exemple, le dernier, vous pouvez le voir, hein, c'était d'arrêter justement les États et de les pousser à des mesures climatiques beaucoup plus ambitieuses. Dans la zone bleue aussi, nous avons trouvé beaucoup de symboles. Alors, les premiers symboles, en fait, se trouvent dans la zone pavillonnaire. Beaucoup de pays étaient représentés. Le Canada n'avait pas de pavillon. Cependant, des pays comme le Qatar étaient grandement représentés. Et comme vous pouvez le voir, en fait, beaucoup d'efforts sont mis dans l'embellissement de ces pavillons. La deuxième chose, c'est au niveau des médias. Les médias étaient extrêmement présents. Eux aussi, en fait, avaient un pavillon dans la zone bleue et eux, vraiment, étaient focalisés sur les températures. Donc, ça, c'est un des messages que j'ai pu capturer en photo lorsque je suis passée à côté du pavillon des médias. IKEA était aussi représenté dans le pavillon bleu. D'ailleurs, on les a croisés à un moment, puis ils nous ont arrêtés. Ils essayaient vraiment de parler à tout le monde. Et l'idée était vraiment de faire transparaître un message de durabilité mondiale, donc s'assurer que tout le monde comprenne bien que tous les matériels qui est vendu à IKEA, en fait, de plus en plus, a une deuxième vie et provient de matériel recyclé. Donc, il y a vraiment cette conscientisation de la responsabilité des entreprises qui s'est effectuée durant la COP 26. Dans la zone verte, qui était la zone de l'exposition, là encore, de nombreux messages ont été partagés. On voit ici le message de Sir David Attenborough qui, justement, essayait lui aussi de mettre l'accent sur l'importance de la science et de la technologie.
Cette exposition était intéressante au niveau des messages parce que les entreprises qui avaient des stands, en quelque sorte, eux aussi essayaient de démontrer qu'ils prenaient à cœur la réduction des gaz à effet de serre et ils voulaient montrer vraiment et démontrer aux personnes qui s'y arrêtaient la réduction de leur empreinte écologique. Et avant d'entrer vraiment dans la zone d'exposition, il y avait cette exposition des affiches, donc ce n'est pas nécessairement historique, on n'a pas été capable vraiment de cerner d'où ces affiches provenaient, mais l'idée, c'était de montrer vraiment l'histoire des mobilisations sociales autour des différentes COP. Alors, bien entendu, comme je vous le disais tout à l'heure et comme je vous l'ai montré sur la carte, il y a eu vraiment des zones dédiées aux manifestations. Moi, personnellement, j'ai couvert 3 manifestations, Thomas 2 et puis Alexandre aussi, pareillement. On a essayé le plus possible de nous arrêter, de parler à tous les individus qui étaient ouverts, en fait, d'avoir une conversation avec nous. Puis on s'est rendu compte que tous les messages qui étaient partagés lors des diverses manifestations ne portaient pas nécessairement sur la question des changements climatiques. Il y avait beaucoup de manifestations qui visaient à mettre en lumière les injustices sociales dans les pays, les arrestations forcées, notamment il y avait toute une mobilisation sociale autour du Falun Gong et en Chine qui voulait vraiment mettre de l'avant les violations des droits humains qui ont lieu en Chine à l'égard de leur communauté. Dans la zone bleue, il y avait pareillement aussi des manifestations et souvent, c'était des manifestations de personnes, d'individus qui avaient le statut d'observateur. Ça a été beaucoup plus difficile de les voir, mais à la fin de la première semaine, le nombre de mobilisations, d'événements de mobilisation sociale au sein de la zone bleue, en fait, se sont progressivement multipliés. L'autre élément à souligner aussi qui faisait partie de ces manifestations au sein de la zone bleue, c'était l'attribution du fossile de la journée aux pays qui n'avaient pas contribué ou qui n'avaient pas fait d'annonce extrêmement importante lors de la COP 26. Alors, le premier jour, la présidence de la COP 26, donc la présidence anglaise, a reçu le premier prix du Fossil of the Day, pour ne pas avoir créé une COP qui était inclusive et accessible aux membres de la société civile. Le pays qui a reçu le plus de prix est en réalité l'Australie, qui en a ramassé quasiment tous les jours. Le Japon aussi en a reçu une ou deux. En marge des négociations, les manifestations étaient nombreuses. On rassemblait entre 30 000 et 40 000 personnes provenant des 4 coins du Royaume-Uni. Certaines personnes ont fait des voyages d'Europe, de différents pays d'Europe en train pour se rendre à la COP et pour manifester. Et un groupe qui nous a beaucoup marqué parce qu'on était en fait situé juste en face d'eux, c'était le groupe des médecins qui mettait justement en avant les démarches éco-suicidaires, donc l'écocide de JP Morgan qui en réalité possède aussi des actions dans les services de santé en Écosse et au Royaume-Uni. Donc, juste pour vous montrer encore quelques photos de ces manifestations, je dois vous dire qu'on les a filmées et que toutes les affiches et les panneaux que vous voyez sont en train de faire l'office d'une analyse pour essayer justement de cerner les différents types de messages, les différentes coalitions plaidantes qui étaient réunies lors de ces manifestations. Alex, je pense que tu reprends. Il faut qu'on finisse rapidement, hein, parce que là, oui, je pense qu'il y a un peu de délai. Donc, on va y aller, je vais passer très rapidement, juste pour partager avec vous en fait les quelques opportunités qu'on a eues de rencontrer les différentes délégations politiques et étatiques canadiennes. On a été invité le samedi 6 novembre par le nouveau ministre de l'Environnement, Steven Guilbeault, à une rencontre donc, avec les membres de la société civile canadienne. Une réunion assez rapide, informative. On se pose la question de savoir si c'est une réaction aussi aux critiques assez vives qu'il y a eu sur le fait que la société civile canadienne ne pouvait pas assister à la conférence de presse de Justin Trudeau.
Mais pour vous donner une idée, ça a été l'occasion pour le nouveau ministre de l'Environnement de faire un point sur ce qui avait été fait par le Canada. Donc, un peu un bilan, comme vous pouvez l'imaginer, qui a été un peu doré, hein, selon le ministre. Et ensuite aussi un point sur les négociations, l'avancée des négociations. Donc, on était à peu près à mi-chemin de la COP26. Donc, ça, c'était enrichissant et quelques minutes pour échanger et répondre à certaines questions de la société civile canadienne. Donc, un événement informatif, je pense, apprécié par la société civile canadienne qui est peut-être intervenu trop tard dans le cadre de la COP. Je vais m'arrêter là. Mais même chose, en fait, on a participé à 3 rencontres avec des officiels, donc avec le Premier ministre, M. Legault, avec le ministre de l'Environnement fédéral, donc M. Guilbeault, et avec M. Charette, le ministre de l'Environnement au Québec. Donc là, vous avez quelques photos de la rencontre. Et comme dit mon camarade Alex, l'idée, c'est que vous avez donc des représentants, c'est très, très large, hein. Là, pour le Québec, on avait des entreprises, on avait des syndicalistes, des universitaires, des associations de jeunes. Et l'idée, en gros, c'est un petit peu la bagarre pour faire passer son message, parfois très éloigné des changements climatiques. On essaie quand même de le raccrocher, mais l'idée, c'est de faire passer un message et d'essayer d'interpeller le ministre. Mais c'est très, très formel. Ça dure 1 heure. Ensuite, c'est terminé et on passe à autre chose. Donc, c'est intéressant pour faire passer des messages. Moi, ce que j'en retiens, c'est que certains acteurs se connaissaient déjà. Et en fait, on a l'habitude de se trouver aux mêmes tables de négociation. Et donc, je comprends que ces événements-là sont utiles pour se voir et faire vraiment passer des messages. Mais il faut s'inscrire dans la longueur pour avoir de l'impact, là-dessus. Alors, pour la suite, je pense que, peut-être on peut passer rapidement. Qu'est-ce que vous en pensez, Jeanne? L'idée, c'était juste de dire que c'est l'occasion de la COP, ça c'est peut-être un intérêt qu'on voudrait souligner, c'est que ça permet de rencontrer tout un tas de gens très importants. Donc, à gauche, vous avez une leader autochtone très, très connue, hindoue, avec qui Alex et Lorraine ont pris une photo, qui s'est exprimé longuement à plusieurs reprises durant la COP. Donc, ça permet de discuter avec tout un tas d'acteurs qu'on rencontre au hasard des corridors. Là, vous avez M. Yann Arthus Bertrand, qui est un célèbre documentaliste français. À gauche, on vous a mis le ministre de l'Énergie chilien. Lui, c'est drôle parce qu'on l'a vu 2 fois à la tribune, dans un contexte totalement inaccessible, beaucoup de sécurité, etc. Et on l'a recroisé à la clinique de dépistage avant le départ. Et on a pu discuter avec lui, puis notamment son assistant, et très enrichissant, parce que complètement informel, mais vraiment ouvert à discuter, parce qu'on est dans le même contexte et qu'on participe au même événement. Donc, vraiment bien de ce point de vue-là de pouvoir rencontrer ces personnes-là. Autre chose à mentionner rapidement, les événements parallèles. Et là, je rends honneur à Lorraine, hein, qui s'est exprimée durant la COP26, durant un événement parallèle sur l'eau. Donc voilà, tout un tas d'événements qui se passent en marge des négociations et qui sont très enrichissants à suivre. Lorraine, c'est 2 événements d'ailleurs, hein, auxquels elle a participé. Voilà, pareil. Donc, vous voyez, Lorraine nous a beaucoup parlé du pavillon bleu, donc c'est là où se trouvent les négociations. Vous n'y avez accès que si vous avez un badge d'observateur ou de négociateur. Et donc, il y a tout un tas d'activités. Là, vous avez le fameux pavillon des peuples autochtones et vous avez tous les jours des nouvelles choses qui se passent. Donc, c'est des événements qui sont très, très éphémères durant la semaine et ça peut être intéressant de le voir. Vous voyez que certains ont eu plus de plaisir que d'autres sur certains stands. Donc là, on est dans le pavillon vert, donc c'est vraiment un pavillon pour le grand public. Et donc, comme disaient mes camarades, beaucoup de choses sur la technologie, etc., mais des choses aussi vraiment intéressantes. C'est intéressant le simulateur, évidemment, mais ce que vous avez à droite sur l'écran, c'est donc une expérience très intéressante réalisée par une coalition de jeunes autochtones qui ont acheté du matériel pour réaliser des vidéos 360 degrés. Et donc, ils ont donné ça à des représentants autochtones aux 4 coins du monde qui ont filmé leur quotidien. Et ensuite, munis du casque, vous pouviez les suivre sur le terrain pendant une vidéo qui dure à peu près 10 minutes. Extrêmement immersif, extrêmement intéressant pour partager le quotidien pendant un court laps de temps. Une expérience vraiment intéressante. Et vous voyez, ça, c'est chouette parce qu'on l'a vu une journée où on s'y est rendu. On s'y est rendu une 2e fois et on s'est aperçu que le stand n'était plus là. Donc, c'est-à-dire que vous louez l'espace pour un temps très limité. Et on a eu de la chance de tomber sur eux parce que ça, c'est une expérience qui m'inspire beaucoup. Voilà. Bon, dernier élément à souligner, très important, donc on vous l'a dit, puis je pense que vous l'avez compris, c'est des événements qui sont extrêmement chargés, extrêmement de choses à faire. Vous voyez, on était 3 et on a été complètement débordés. Et heureusement qu'on était 3. Mais ce qui est important de souligner, c'est l'importance des alliances. Et là, je rends hommage un petit peu à Canarac, hein, parce qu'ils ont été très présents, ils sont très présents avant,
pendant et après la COP. Et en fait, tous les matins, il y avait un bulletin sur qu'est-ce qu'il fallait faire, réunion du matin, enfin, c'est ce qu'il y avait à faire potentiellement pendant la journée, réunion Zoom avec tous les délégués canadiens intéressés pour discuter, savoir où on en est, etc. Parfois rédiger des choses pour le faire passer aux autorités, hein, des mémos ou des lettres ou autres. Donc, vraiment important de créer ces alliances-là puis de s'appuyer là-dessus. Et donc, on a largement dépassé. Donc, maintenant, peut-être place aux questions si vous le souhaitez. Eh bien, merci beaucoup à vous trois. On partagera le PowerPoint. Vous allez partager le PowerPoint. OK, parfait. Il n'y a pas pour le moment de questions. J'invite les participants et les participantes à mettre leurs questions soit dans le Q&A, soit dans le chat pour qu'on puisse les adresser aux conférenciers, conférencières. En attendant, je vais en profiter pour vous soumettre 2 questions. Je trouve très intéressant la manière dont vous avez situé les choses par rapport à d'où on vient, hein, de Kyoto, de la COP 21, etc. Il y a 2 aspects sur lesquels vous avez noté des choses qui étaient aussi des épines aux pieds, je pourrais dire, au moment de la COP 21 à Paris. Et j'aimerais bien savoir comment se sont joués les rapports intergouvernementaux là-dessus. La première étant, Thomas, tu l'as bien souligné, la question de l'énergie fossile, de dire, ben, c'est déjà une bonne chose qu'on en parle. C'était déjà un enjeu parce que si vous lisez l'accord de Paris, le mot énergie n'est pas dedans. Et ça, c'est un grand paradoxe des négociations internationales que l'origine du problème du changement climatique, c'est l'énergie et qu'on n'arrive pas à parler d'énergie. L'autre élément, c'est la question des droits humains, sur laquelle vous avez signalé que ça avait accroché puis ça avait bloqué. Et sur ces 2 questions-là, je me demandais si les États qui sont les objecteurs systématiques sont toujours les mêmes. À l'époque, au moment de l'accord de Paris, c'est l'Arabie saoudite qui était en tête de l'opposition à l'inclusion des objectifs de droits humains dans l'évaluation, qui était à l'encontre de l'inclusion de l'énergie, etc. Donc, je me demandais qui sont les acteurs qui sont aujourd'hui les objecteurs persistants. Oui, alors, peut-être qui répond? J'y vais, Alex, Lorraine, ouais, ok. Alors, sur les objecteurs, bon, il y en a eu plusieurs selon les thèmes, je dirais. Bon, déjà, la Chine était absente, hein. Le président chinois n'est pas venu, mais la Chine était présente. Ça, c'est important de le mentionner parce qu'on a vu dans les médias qu'ils n'étaient pas présents, mais il y avait des délégués chinois, il y avait des négociateurs chinois, mais pas le président. Et ça a été critiqué, puis dans un sens, honnêtement, je trouve que c'est un peu hypocrite dans un sens de les critiquer parce que le fameux sommet des chefs d'État, en fait, c'est 2 à 5 minutes de présentation. C'est surtout parfois de l'auto-glorification sur ce qu'on a fait, ce qu'on va faire, etc. Donc, ça ne fait pas forcément avancer les choses. Donc, bon, mais ça, il faut le signaler. L'Inde a beaucoup bloqué sur les énergies fossiles, sur le charbon. L'Inde est vraiment un État qui résiste beaucoup à ce niveau-là, de ce que je me souviens. Mais je pense que ça dépend des thèmes sur les droits humains. Malheureusement, je n'ai pas la réponse là-dessus. Et sur les énergies fossiles, ce que je dirais, Sylvie, c'est que nous, ce qu'on a observé beaucoup, c'est que, bon, donc là, pour la première fois, on en parle, mais ça reste un sujet très, très, très tendu. On parle beaucoup de carboneutralité en 2050. Et là, j'encourage vraiment les étudiants et les participants à se poser la question et à approfondir ça, parce que la carboneutralité, ça ne veut absolument pas dire nécessairement une réduction des émissions. Ça ne veut pas dire une absence d'émissions complète. Donc, vraiment de creuser ces concepts-là et de se poser la question de ce qu'il y a derrière. Parce qu'on brandit beaucoup tout ça. Et puis, Alex me faisait remarquer aussi qu'on parle beaucoup d'objectifs à très long terme, 2030, 2050, fin du siècle, etc. Et très souvent, en fait, on n'a pas les moyens d'action derrière, on ne les précise pas, en fait. Donc, on continue à repousser encore ces objectifs-là, comme dans le champ de la biodiversité qui me tient à cœur. On repousse tout le temps ces objectifs-là sans avoir nécessairement de moyens précis. Mais c'est vrai que pour la première fois, on parle d'énergie fossile, mais on voit que ça bloque immédiatement, quoi. Puis c'est très, très, très compliqué. Donc, peut-être qu'une solution, ça va être ces alliances, si on essaye d'être super optimiste, les alliances qu'on a mentionnées, mais bon, parfois je suis optimiste, parfois je suis pessimiste. Il y a peut-être un élément, je sors de mon rôle un peu, il y a peut-être un élément intéressant dans ce que vous avez amené au début sur la participation
participation d'autres secteurs économiques. Mhm. Si les acteurs des énergies renouvelables rentrent dans les discussions, ben peut-être que ça va pondérer le poids des acteurs des énergies fossiles, mais c'est bon, c'est une hypothèse. Ils sont très, très représentés. Et puis, tu vois, même en termes d'énergie renouvelable, on n'a pas mentionné, mais on a rencontré des acteurs du secteur nucléaire. Et ça reste aussi, tu vois, je pense à l'Europe, là, il y a eu un débat il n'y a pas si longtemps que ça, parce qu'il voulait, il y a quelques jours, hein, parce qu'il y avait toute la question de rentrer le nucléaire dans l'énergie verte. Et ça, c'est le discours qu'on a eu sur ce stand-là, hein, qui était en lien avec le Canada d'ailleurs. Et donc, bon, il y a encore beaucoup de lobby là-dessus, puis de poids. Il y a eu quelques trucs d'ailleurs, hein, justement, avec pays du Moyen-Orient, il y a eu quelques soupçons de pression, etc., là, si je ne me trompe pas, si je me souviens bien. Alex. Oui. Et si je peux juste rajouter un truc là-dessus, ce qui est intéressant, c'est même si on arrive à avoir des délégations d'acteurs représentant des énergies renouvelables, qui sont-ils? Parce que là, Thomas s'amusait un peu en disant qu'il y en a qui sont bien amusés dans le simulateur de Formule I, mais ce qui est intéressant, c'est que c'était un simulateur et c'était l'équipe qui a donc une voiture en Formule E, Envision Virgin. Donc Envision qui est une multinationale productrice et gestionnaire d'énergie éolienne. Mais le profil de l'acteur, quand même on est dans le secteur de l'énergie renouvelable, il faut l'explorer, il faut le regarder, il faut voir ce qui peut se passer. Donc, il y a encore cette zone d'ombre dans le profil de l'acteur en plus du secteur dans lequel il évolue. J'ai plusieurs questions là, dans le question-réponse que je vous envoie. Je pense que je vais vous envoyer les premières en vrac et vous répondrez selon vos rôles respectifs. Il y a Maïté qui demande à Lorraine, ça c'est directement dirigé. Elle vous demande, dans les manifestations, comme il y avait des affiches sur les mouvements sociaux non reliés aux enjeux climatiques, elle se demande, est-ce que vous pensez que cela peut nuire à l'influence de la société civile dans les décisions face à l'environnement dû à l'amalgame de problèmes qui peut être mélangeant et qui fait perdre du pouvoir ou de la pression? Est-ce que cela pourrait prouver que l'enjeu climatique n'est pas encore prioritaire pour la société mondiale? Ensuite, qui concerne aussi la question de la société civile, on vous demande comment vous voyez le rôle de la société civile en action environnementale, puisqu'elle n'est pas écoutée dans les forums directement, même si elles sont sur place, elles n'ont pas nécessairement de place comme telle dans les forums internationaux. Ensuite, on vous demande s'il y a une place pour les enjeux d'équité entre pays du Nord et du Sud durant les négociations. Il y a Salma qui demande si elle peut prendre directement la parole. À ce niveau-là, je pense que c'est le technicien qui va répondre et non moi. Donc, je vous laisse la parole pour répondre aux questions que je vous ai transmises. Puis pour Salma, bien, le technicien va vous donner le micro si c'est possible. Salma? OK. Salma? Oui, bonjour. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Alors, en fait, moi, j'ai plutôt un avis à donner. En fait, j'ai l'impression que durant toutes les COP qui se passent, ils discutent des topics et des sujets qui sont importants pour l'environnement, etc., les émissions en gaz à effet de serre, etc., etc. Mais j'ai l'impression qu'à chaque fois, il n'y a pas vraiment d'aboutissement. C'est juste des suppositions de protéger l'environnement, etc., etc. Et en finalité, il n'y a pas vraiment d'aboutissement parce qu'il y a, en fait, dans ces pays-là, ce qui compte plutôt, pour ma part, hein, c'est mon avis, mais je vais vous reposer la question après, ce qui compte plutôt, c'est surtout les intérêts économiques et les enjeux économiques. Et finalement, l'environnement, c'est un topic dans lequel on parle qui est très important parce qu'on voit maintenant qu'il y a une multiplication des catastrophes naturelles, etc., etc. Mais il n'y a pas vraiment de décisions qui sont prises en compte, etc. C'est surtout l'enjeu économique qui va toujours primer sur l'environnement. Et j'aimerais savoir ce que vous en pensez. Okay. Très bonne question, Salma. Ouais, mais je vais répondre rapidement parce que vous imaginez bien que ça, c'est une question qu'on nous pose souvent en droit international de l'environnement. Et en fait, il y a deux manières de le voir, le verre à moitié vide, à moitié plein.
Et la question peut-être que je vous poserai, c'est qu'est-ce qu'on peut demander raisonnablement au droit international? Et c'est vrai que souvent, c'est très, très décevant. On peut être très, très déçu de ce qui a été adopté et au contraire, on peut se dire au moins, il y a quelque chose qui a été adopté. Et au moins, c'est une balise et on pourra peut-être essayer d'avancer. Bon, si vous me dites oui, la crise climatique, puis l'urgence, peut-être qu'on peut dire oui, il y a vraiment pas assez là, puis c'est un problème. Mais déjà, se poser la question, qu'est-ce qu'on peut vraiment attendre des États et des représentants? Une première chose. Et peut-être ensuite, là où c'est peut-être un peu plus pessimiste, c'est que dépendamment des problématiques, c'est vrai qu'on en fait assez ou pas. Je vais rapidement vous donner l'exemple de la protection de la couche d'ozone, parce que c'est un exemple qui est souvent donné aux étudiants pour montrer un cas où ça a marché. Vous savez qu'en droit international de l'environnement, ça ne marche pas souvent, dernièrement. Mais celui-là a fonctionné. On a réussi à peu près à régler le problème. On sait que d'ici 2060, ça devrait être complètement reformé. Donc voilà. Mais ce cas-là, je vous encourage à l'observer de plus près parce qu'en fait, en résumant les choses, pour ce cas-là, toutes les planètes étaient alignées. Environnementale, économique, sociale, etc. On avait des solutions technologiques, c'était moins cher, etc. Donc on a pu le faire. Le cas des changements climatiques, le gros problème, c'est qu'on parle des énergies fossiles qui sont vraiment au cœur de nos sociétés, qui fondent beaucoup de nos activités. Et donc, s'attaquer à ce problème-là, qui est vraiment une réduction des émissions, donc réduction d'utiliser ces énergies-là, ça pose de gros enjeux d'échelle, des gros enjeux pour y arriver. Et donc, malheureusement, voilà, c'est un plus gros problème que la protection de la couche d'ozone. Même si le problème, au final, c'est à peu près le même. Pollution de l'air, émission de certaines substances qui ont un effet sur la qualité de l'air. Mais voilà un peu ce que je peux vous dire là-dessus. Je laisse mes camarades sur le reste. Juste pour réagir rapidement là-dessus aussi, je pense que ce qui est extrêmement important de garder à l'esprit, c'est que les changements climatiques sont peut-être l'un des seuls sujets aujourd'hui qui est aussi pervasif à travers toutes les strates de la société. Tous les enjeux qui sont liés au changement climatique, ça ne concerne pas juste l'économie, c'est vraiment ça s'intègre et c'est un des problèmes peut-être les plus complexes que l'humanité a eu à régler dans les temps modernes, ou quelle que soit la façon dont vous voulez le qualifier. Donc, je pense que ne pas réduire la complexité de la tâche, c'est très important. Et la dimension économique, financière, vous avez raison, elle est fondamentale. Et elle est fondamentale aussi d'un point de vue de justice environnementale, justice sociale. Parce que, oui, pour les pays occidentaux, c'est une chose, mais la question des enjeux économiques et financiers sont extrêmement importants pour les pays qui sont encore en voie de développement et qui ont besoin de ça aujourd'hui, malheureusement, dans le système capitaliste dominant dans lequel on est, pour se développer et pour atteindre, ou pour en tout cas résoudre les problèmes de justice sociale et environnementale. Et la question finalement, c'est est-ce qu'on va pouvoir vraiment régler les enjeux environnementaux sans avoir réglé les enjeux de justice sociale? Donc, cette question d'économie et de finance, elle peut être vue effectivement sous un point de vue capitalisme et dénonciateur, mais elle peut être vue aussi également sous un angle de justice sociale et justice environnementale qui ne doit pas être négligée, je crois. Ça me permet de répondre à la première question qui avait été posée par Maïté, qui pensait justement que la multiplication des messages pourrait porter atteinte au message environnemental et climatique. En fait, l'interconnexion en quelque sorte de l'enjeu climatique avec les enjeux socio-économiques et sociopolitiques, non, je ne pense pas qu'en réalité, ça ait un impact quelconque sur le message. Le premier traitement que je suis en train de faire des différents messages et des symboles que nous avons pu capturer durant notre passage montrent qu'en réalité, les messages dominants sont encore de manière prépondérante des messages liés au climat et à l'environnement et que les messages politiques qui sont davantage portés sur la question des droits humains, la question des dictatures dans les pays, ce sont des messages secondaires qui sont en réalité dans le traitement de l'information beaucoup plus minime. Alors oui, ces événements, ils offrent une fenêtre d'opportunité à un certain nombre de groupes d'avoir une visibilité physique parce que ces gens-là sont filmés, ils apparaissent à la télévision, ils obtiennent l'attention médiatique, mais d'un certain côté, sur 2 semaines, ce que je remarque, c'est qu'en réalité, le message dominant reste encore la question de la justice climatique, reste encore la question de la protection de l'environnement. La biodiversité est extrêmement présente aussi. Les questions liées à l'eau, beaucoup plus absentes.
Et ça, c'est sans doute parce que la COP en tant que telle, on n'en a pas fait un thème quotidien. Donc, les leaders communautaires et environnementaux l'ont ramené plusieurs fois dans leur discours, l'importance en réalité d'intégrer davantage la question de l'eau dans les discours climatiques. Mais je dirais, pour finalement répondre à la question et faire un sommaire de tout ce qui a été dit, non, le message dominant dans le premier traitement d'analyse que je suis en train de faire les messages portent davantage sur la question climatique. Merci, Et sur la question de l'équité, peut-être pour compléter un tout petit peu, oui, c'est sûr que la question de l'équité puis des rapports Nord-Sud se pose. C'est discuté énormément. Lorraine nous a parlé des questions de financement. C'est un sujet extrêmement sensible. Il y avait toute la question des pertes et dommages. Est-ce que vous savez que maintenant, on ne parle plus seulement de réduction de gaz à effet de serre. On parle d'adaptation, évidemment, parce qu'on sait qu'on ne va pas y couper. Je vous ai rappelé, 1,5 degré, c'est déjà pas une super bonne nouvelle. Mais vous voyez que maintenant, on l'a accepté comme si on arrive à maintenir ça, ce sera super. Donc, il y aura l'adaptation, ça va falloir le financer. Et donc là, on est vraiment sur les conséquences des changements climatiques, puis s'y préparer, question de résilience, etc. Et ensuite, Lorraine nous a mentionné la question des pertes et dommages. Et donc ça, on ne va pas y couper. À un moment donné, la question de la responsabilité présente, mais aussi historique des États va se poser. Et là, toute la question de savoir qui ont été les plus grands contributeurs de gaz à effet de serre, qui sont les plus grands aujourd'hui, etc. Ces questions-là vont se poser et les questions d'indemnisation éventuellement, de savoir qui paye le plus, ces questions-là vont se poser inévitablement. Autre sujet qui va se poser en termes au niveau de la justice environnementale, question des réfugiés, j'aime pas l'employé climatique, mais réfugiés environnementaux. La question se pose de plus en plus. Il y a certains cas qui ont été portés devant les tribunaux. Il y a eu un cas refusé en Nouvelle-Zélande. Il y a un cas qui a été accepté dernièrement en France, puis retoqué par le Conseil d'État, mais c'est toujours en cours. Donc, cette question-là va se poser des déplacés en raison des conditions environnementales. Et ça, la COP sur les changements climatiques va devoir en discuter puis trouver des solutions. Donc, ça va être de plus en plus présent, ces choses-là. Oui, Sylvie, pardon. Merci, Thomas. C'est parce que le temps file, il ne nous reste pas beaucoup de temps. Puis, il y aurait 3 autres questions que des participantes ont mis sur la table que je voudrais vous lancer. Notamment, il y en a une qui s'adresse d'ailleurs directement à toi, Thomas. Louis Smart te demande « bad en quoi, selon toi ?» Autrement dit, quel potentiel pour des mesures contraignantes par rapport aux mesures volontaires? Est-ce qu'il y a des avancées, des reculs en ce sens-là? Ouais. Attends une minute, Thomas, je vais lancer les autres questions aussi. On demande aussi, c'est quoi l'utilité de l'article 6 si les engagements d'émission ne sont pas fixés? Donc, je vous laisse répondre à ces questions-là. Ouais. Je vous remercie déjà d'avance tout de suite si jamais je n'ai pas le temps à la fin. Mais je vous passe la parole. Ouais. Alex, Lorraine, vous voulez aller sur l'article 6, sinon je suis capable de le faire. Mais c'est comme vous voulez. Je suis en train de répondre à Evan. Je crois qu'on n'a pas répondu à sa question. Okay. Alors, allez-y. Non, je l'ai perdue parce que tu y réponds. Je ne la vois plus parce que tu y réponds, en fait. L'article 6, tu veux y aller, Alex? Oui, mais tu pourras compléter. C'est simplement pour expliquer qu'en fait, l'article 6 a pour ambition de créer un marché carbone à l'échelle planétaire, à l'échelle mondiale, avec des acteurs impliqués dans ce marché qui sont aussi bien les États que les entreprises et compagnies privées qui ont la capacité de produire ou d'échanger ces crédits carbone. Pour ce qui est des engagements d'émissions non fixés, il faudrait voir que les règles spécifiques qui ont été prévues, que je ne connais pas très bien, que je ne maîtrise pas très bien, parce qu'elles sont très techniques. Mais Thomas, est-ce que tu as des éléments à ce niveau-là, peut-être? Non, mais sur le coup, j'allais dire oui, la question tombe sous le sens. Et en fait, j'ai la réponse. C'est en lien avec les contributions nationales. C'est-à-dire que c'est un outil supplémentaire. C'est un outil basé sur les outils du marché, dont on pourrait critiquer pendant des heures ou en discuter pendant des heures. Mais c'est un outil économique qui permet à des États qui déposent leurs engagements de réduction de gaz à effet de serre. Ça permet à ces États-là de remplir leurs obligations par ce mécanisme-là. Même s'il n'y a pas de marché du carbone en tant que tel qui est mis en place pour l'instant, comme on peut le voir par exemple en Amérique du Nord, en Chine ou dans l'Union européenne, mais ça permet en fait d'acheter ces crédits-là
pour accomplir ces engagements qui sont pris dans le cadre de la COP. Donc, en fait, ça a du sens quand même d'avoir ça. Mais c'est vrai qu'on n'est pas, et là, très bonne question sur la question du budget carbone qu'on n'a pas entendu, on n'est pas sur le cas de création d'un marché avec un plafond, etc. On n'en est pas encore là. On l'espère parce que les marchés du carbone semblent fonctionner quand même, ça semble avoir une utilité, comme la taxe carbone. Et là, ne me posez pas la question, je vous renvoie vers la professeure Chalifour, parce que je lui ai posé la question sérieusement, elle m'a dit oui, selon les études économiques sérieuses, ça fonctionne. Donc voilà, donc ça c'est pour cette question-là. Et sur la question des mesures contraignantes, c'est compliqué parce que, puis là c'est pour votre culture juridique en général, la contrainte ne signifie pas forcément une plus grande effectivité. Ça dépend vraiment des contextes. Et en fait, je vous encourage peut-être à faire quelques recherches sur la notion de force normative. Et vous verrez que vous avez parfois des normes volontaires qui sont beaucoup plus appliquées que des normes obligatoires pour lesquelles un juge pourrait se prononcer, etc. Donc, en fait, ça, c'est très contextuel. Et en droit international de l'environnement, la contrainte, on a du mal parce que l'idée, c'est de ne pas braquer les acteurs parce qu'ils sont libres de partir. Donc, on veut qu'ils restent dans le cadre de négociation, on veut qu'ils contribuent un maximum. Donc, on essaye d'être le plus positif possible. On a des cadres où on prévoit des sanctions, ce n'est pas le cas de Paris pour l'instant, mais où des sanctions sont possibles, notamment financières. Mais c'est vrai qu'on essaie toujours c'est vraiment le dernier recours. Avant, on essaie vraiment d'encourager, d'accompagner un État pour qu'il respecte ses obligations. Et donc, je dirais que le pari de l'accord de Paris, c'était un pari intéressant. Pour l'instant, c'est un échec. Mais c'était un pari intéressant par rapport à Kyoto. Kyoto, ça n'a pas fonctionné aussi parce que les Américains ne sont jamais rentrés dedans. Vous savez que les Canadiens sont sortis et les Américains n'ont jamais accepté l'idée que, par exemple, la Chine ne soit pas impliquée dans les objectifs de réduction. Et donc, l'idée de Paris, c'est que tout le monde est sur le même plan, tout le monde doit contribuer. Mais en fait, chacun est libre de déposer ses contributions. Et je pense qu'un des paris, c'était de se dire il y aura une compétition entre États pour essayer d'être le plus ambitieux possible. Pour l'instant, ça ne fonctionne pas. Les tendances ne sont pas… On a une réduction, mais on n'est pas sur les tendances pour garder la température sous 2 degrés, même pas sous 2 degrés. Donc, c'est un problème. Mais je ne suis pas sûr que plus de contraintes et plus d'effets, malheureusement. Elle parle aussi vite. En droit international, je préciserais, parce que dans les cadres nationaux, oui. On peut se poser la question autrement par rapport à la question de la contrainte. Ouais. Ah oui, pardon. Ouais. Il y a Alfredo qui relance la question sur le budget carbone aux autres, à Lorraine et Alexandre, à savoir si vous avez entendu mentionner la question du budget carbone à Glasgow. Pas de mention de budget carbone, pas le souvenir en tout cas non plus. OK. Bon, Alfredo, la contrainte ne fonctionne pas. Le problème, c'est quels moyens tu as ou quels moyens vous avez pour essayer pour faire appliquer ça, en fait. Et au niveau du droit international, malheureusement, si un État n'est pas content, il sort du cadre. Le Canada est sorti de Kyoto, les États-Unis ne sont jamais rentrés. L'accord de Paris, Trump est sorti. Bon, Biden les a fait rentrer, mais c'est compliqué de contraindre au niveau international. Puis, encore une fois, on est en matière de coopération, donc l'idée, c'est quand même de coopérer. Donc voilà, et c'est un peu l'idée, on est tous dans le même bateau, même si ça c'est très 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 critiquable, hein. Voilà, donc mais c'est un peu l'idée derrière. Merci Thomas, ça conclut assez bien notre rencontre. Je pense qu'on aurait pu discuter une demi-heure, 1 heure de plus. Vous aviez énormément de matériel. Je vous remercie infiniment de ces éclairages. Je pense qu'un certain nombre de questions sont des questions qui nous travaillent depuis très longtemps. On se rappelle que depuis Copenhague, on se demande comment reprendre cette question et que les relations internationales ont beaucoup changé dans les dernières années et qu'on ne doit pas faire abstraction de la dégradation des relations internationales. Quand on regarde les négociations environnementales internationales, elles n'en sont pas exemptes. J'espère bien que nous pourrons reprendre cet exercice l'année prochaine. Je vous transmets d'ailleurs, il y avait dans les questions des félicitations pour avoir amené l'Université d'Ottawa sur cette piste et on espère que vous continuerez et que nos étudiants et étudiantes pourront en profiter. Merci et au revoir tout le monde. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Bonne journée. Bonne journée.